La civilisation n'a pas que du bon, si on en croit les appellations accolées au diabète de type 2. On parle de maladie de civilisation et elle progresse, cette maladie, Sophie Proust, raison pour laquelle on en parle aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la santé consacrée précisément au diabète. Maladie de civilisation, ça signifie clairement que nos modes de vie sont en cause. Effectivement, et on a l'habitude de parler des responsables, on les connaît par cœur, c'est la sédentarité et puis l'alimentation trop sucrée, trop salée. Selon l'OMS, plus de 347 millions de personnes sont diabétiques dans le monde. L'OMS qui estime qu'en 2030, le diabète pourrait devenir la 7e cause de décès dans le monde. C'est une maladie qui progresse, effectivement, en raison de nos modes de vie. Mais bonne nouvelle quand même, c'est une maladie qui est en partie évitable quand il s'agit du diabète de type 2. Et puis autre point, on a constaté que le diabète de type 2 frappait moins les personnes avec une formation de niveau tertiaire. 10% contre 4%. Serait-ce une maladie liée aux faibles revenus? C'est une des questions qu'on pourrait poser. Oui, et qu'on va d'ailleurs aussi poser avec un invité. Bonjour Alberto Guardia, pardon. Bonjour. Si j'écorche déjà votre nom. Alberto Guardia, vous êtes médecin spécialisé en informatique médicale. Peut-être en 2 mots, c'est quoi l'informatique médicale? Alors, l'informatique médicale, c'est l'utilisation de l'informatique pour améliorer la prise en charge des patients. Ça comprend un certain nombre de domaines comme la robotique, la télémédecine ou la e-santé. Vous êtes donc médecin, mais vous êtes surtout diabétique, et de type 1. Exactement. Oui. La différence entre type 1 et type 2? Alors, le type 1, c'est plutôt un âge assez jeune. C'est 10% des patients diabétiques qui sont de type 1. Le type 2, c'est plutôt un âge avancé, vers les 40 ans et plus. Et c'est 90% de la population diabétique. Et puis, le diabète de type 1 apparaît assez brusquement, en quelques semaines, alors que le type 2, c'est sur quelques mois, voire quelques années. Ce sont les mêmes symptômes, les mêmes conséquences, mêmes traitements? Alors, dans les 2 cas, il y a effectivement le pancréas qui fonctionne mal, donc on libère moins d'insuline ou pas du tout, ou alors cette insuline, elle est inefficace, ce qui fait qu'à terme, on arrive aux mêmes symptômes et au même problème, qui est finalement une mauvaise gestion du sucre dans notre sang, qui est trop élevé. Dans le canton de Vaud, 40 000 personnes sont touchées et un tiers l'ignorent. C'est ce qu'on appelle une maladie qui progresse silencieusement jusqu'à l'apparition des complications. Comment ça a été dépisté pour vous ? Alors malheureusement pour moi, j'ai pas été dépisté à temps. Pendant de nombreux mois, j'ai présenté les symptômes typiques du diabète, c'est-à-dire une perte de poids importante, une soif intense, des envies d'uriner fréquentes. Mais en parallèle, je m'entraînais pour un semi-marathon, ce qui fait que, un peu naïvement, j'ai mis ces symptômes sur le compte de l'entraînement intensif. Et un jour, en fait, ma vue a commencé à se péjorer. J'avais une vision trouble qui est typique d'une vision à cataracte. C'est ce qui m'a alerté. Alors du coup, j'ai consulté. C'est à ce moment-là qu'on a pu poser mon diagnostic de diabète. Donc effectivement, si j'avais pu être dépisté plus tôt, j'aurais peut-être pu éviter d'avoir une cataracte. Et puis, comme vous l'avez justement dit, il y a pas seulement de personnes diabétiques qui ignorent qu'elles le sont. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant pour les personnes qui nous écoutent de prendre 5 minutes, vu que c'est la journée mondiale de la santé et qui concerne le diabète, de faire un petit test simple, rapide, sur le site du programme cantonal diabète. L'adresse est pcd.diabète-vaud.ch. Voilà, ça prend 5 minutes, c'est une question, et puis ça peut éviter pas mal de problèmes. Justement, alors, vous parlez de perte de poids. En même temps, ce sont les personnes qui souvent ont un indice de masse graisseuse importante. Alors, je comprends pas. Diabétique, on est gros, on est mince? Alors, en tout cas, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que vu que je ne produisais plus d'insuline, mon sucre sanguin n'arrivait pas à rentrer dans mes cellules et quelque part, je me suis un peu autodigéré parce que le sucre, c'est le carburant de nos cellules et mes cellules ont dû chercher une autre source d'énergie comme mon gras ou mes muscles pour pouvoir travailler correctement. Donc j'ai en quelque sorte fondu. Bon, le surpoids, c'est surtout lié au diabète de type 2. Oui. On est d'accord, hein, parce que vous n'êtes pas en surpoids, d'après ce que je vois. Non, effectivement, c'est un facteur de risque pour le diabète de type 2, c'est le surpoids, oui. A contrario, est-ce qu'on peut se sentir à l'abri si on est mince et si on a une hygiène de vie irréprochable? Alors, non, parce qu'il y a plusieurs types de diabète et puis il y a différents facteurs de risque. Par contre, effectivement, c'est bien, si on a une bonne hygiène de vie, ça peut limiter l'apparition ou freiner le développement d'un diabète de type 2. Et puis, de façon générale, c'est toujours bien d'être en bonne santé, d'avoir une bonne hygiène de vie. Il y a un impact, justement, vous parlez d'hygiène de vie, un impact du tabagisme?
Alors, je suis pas tout à fait sûr, mais probablement qu'il y a un impact sur nos vaisseaux sanguins, vu que le fait d'avoir beaucoup de sucre dans le sang lèse nos vaisseaux, nos petits vaisseaux et nos grands vaisseaux, et le tabac agit aussi sur les vaisseaux, donc peut-être qu'il y a une espèce d'association néfaste qui va accélérer la dégradation. On parlait du test tout à l'heure, mais finalement, est-ce qu'on peut le faire, puis une fois pour toutes, on est déclaré non diabétique ou Alors non, sauf erreur sur ce test, si on correspond pas, on n'est pas du tout à risque, on doit refaire le test dans un délai de 3 ans, il me semble, ou alors il faut faire un peu plus un nouveau test de façon plus rapprochée. Ça se dépiste comment, le diabète? C'est une prise de sang? Alors il y a plusieurs façons. Alors effectivement il y a une prise de sang qui doit montrer qu'il y a effectivement une montée, un taux de sucre qui est anormal, généralement assez loin d'un dernier repas, donc peut-être 3 heures après. Et puis une autre méthode, c'est d'analyser un autre élément de notre sang qui s'appelle l'hémoglobine glyquée, qui en fait c'est des globules rouges qui ont été légèrement déformés par ce sucre qui est présent dans le sang. Et en mesurant cette valeur-là, on peut se rendre compte sur les 3 derniers mois la moyenne du taux de sucre sanguin. Ça veut dire qu'on ne détectera pas un diabète de type 2 si par exemple on va faire un check-up et qu'on va faire une prise de sang à jeun? Non, alors non, normalement on doit pouvoir le. Si on doit pouvoir le détecter quand même. On doit le détecter quand même parce que si on fait une prise de sang à jeun et puis on montre qu'il y a effectivement beaucoup de sucre dans le sang, c'est-à-dire que notre pancréas ne fonctionne pas très bien et qu'il y a probablement un diabète. Est-ce qu'il y a un âge ou un poids à partir duquel on devrait justement faire ce dépistage? Alors, je pense qu'il n'est jamais trop tard ni trop tôt. C'est toujours bien d'en parler avec son médecin traitant qui, lui, prend les décisions. Mais c'est vrai qu'il faut rester en alerte et puis y penser. Ouais. Pauline? Oui, moi j'ai une question. Est-ce que les hommes et les femmes sont indifféremment frappés par le diabète? Alors apparemment, les hommes seraient légèrement un petit peu plus enclins à être diabétiques que les femmes. Et pourquoi? Alors là, je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas la réponse. Comment ça se traduit au quotidien? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, Alberto Guardia, depuis que vous avez été dépisté diabétique? Exactement. Alors, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est le traitement quotidien. Donc, chaque jour, il faut que je m'injecte de l'insuline. Donc, c'est jour après jour. C'est assez pesant. Et en plus, je dois mesurer mon taux de sucre sanguin plusieurs fois par jour. Donc, quelles que soient mes occupations de la journée, mes tracas ou mes activités, il faut que j'ai la présence d'esprit de me mesurer. Et la nuit? De gérer. Alors, moi, je la mesure pas la nuit. Je sais que certains diabétiques doivent la mesurer pendant la nuit, mais moi, je n'ai pas besoin. Je suis couvert et ça marche. Ouais. Au niveau de l'alimentation, à quoi devez-vous faire attention? On posait la question justement sur Facebook hier à nos internautes, parce qu'on a cette impression que il faut plutôt ralentir sur l'alimentation sucrée, mais on oublie que les sucres lents entrent aussi dans la catégorie des aliments dont il ne faut pas abuser. Alors ça, c'est un point qui a beaucoup changé pour moi dès que je suis devenu diabétique. C'était mon alimentation et puis mon rapport au sucre. J'ai cherché à comprendre comment m'alimenter pour améliorer mon taux de sucre sanguin. Et pour moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment aidé, c'était de me référer aux index glycémiques. Alors, je sais que c'est des valeurs moyennes et puis c'est des approximations, mais ça m'a permis en tout cas de catégoriser les aliments et puis de m'orienter plutôt sur ceux qui contiennent moins de sucre ou du moins libèrent moins de sucre dans mon organisme. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce diabète, finalement, ça m'a aussi ouvert les yeux sur notre alimentation en général. Je me suis rendu compte de la quantité de sucre qui pouvait être contenue dans certains aliments ou certaines boissons, et ça m'a quelque part un peu choqué et puis interpellé. Il y a des exemples? Oui. Alors, par exemple, le Coca-Cola ou ce genre de choses, des boissons gazeuses ou tout ce qui est tous les produits transformés, les sucreries, c'est vraiment des quantités de sucre astronomiques. Mais le pain, les pâtes aussi? Alors elles ont effectivement des quantités, elles libèrent en tout cas du sucre abondamment. D'ailleurs, on limite la prise de pain ou de pâtes quand on est diabétique. Mais après, quand on est diabétique, il ne faut pas non plus tout interdire. On peut continuer à vivre, mais il faut manger avec modération. Et puis, ce qui est utile, c'est d'être conscient que certains aliments contiennent beaucoup de sucre, plus que vraiment ce dont on a besoin. Puis on se dit qu'avec, par exemple, les pâtes avec des farines complètes ou le pain complet avec plein de graines dedans, c'est comme meilleur pour les diabétiques, c'est vrai ou pas? Alors, oui, en fait, ce qui se passe, entre autres, c'est que ces aliments contiennent passablement de fibres.
Et puis les fibres vont permettre de ralentir le passage du sucre dans notre organisme, ce qui fait qu'on aura moins de ce pic de sucre dans le sang. Et puis moins de coups de barre, c'est ça ? Alors oui, entre autres, mais surtout on aura un meilleur transit, ce qui est important, et puis ça prévient aussi, ça facilite aussi, ça limite en tout cas d'autres problèmes au niveau digestif et autres. Mais c'est une bonne chose d'utiliser plutôt du pain complet que du pain blanc, ça c'est vrai. On s'intéresse au diabète de type 2 ce matin. Et vous, Pauline Vrolix, vous vous êtes penchée sur le lien entre cette épidémie et le degré de formation de la population. Oui, alors comme l'a indiqué Sophie en introduction, en comparaison avec les personnes qui ont un haut niveau d'études, celles qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre une formation poussée sont 2 fois plus susceptibles de développer un diabète. Et comment on explique ce phénomène ? Alors j'ai posé la question à Silvia Stringini, docteur en épidémiologie et en santé publique à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne. Alors comme toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Basse formation rime avec bas revenu. Les personnes défavorisées souffrent donc beaucoup plus du diabète que celles qui sont à l'aise financièrement. Et ce, en Suisse, comme dans la plupart des pays développés. Donc bas revenu veut dire forcément mauvaise alimentation ? Selon Silvia Stringini, la prévalence des facteurs de risque du diabète est plus élevée dans les couches socio-économiques défavorisées. En résumé, une alimentation pauvre en fibres et peu variée, le fait de ne pas pouvoir bouger par exemple, l'obésité aussi, explique les différences sociales dans le diabète. Et élément intéressant, les enfants ayant vécu dans des conditions socio-économiques défavorables semblent, comme adultes, avoir plus de risques de développer un diabète, une réaction au stress chronique qui peut surgir des décennies plus tard. Alberto Guardia, vous êtes d'accord avec ce constat ? Alors, je pense que le niveau de revenu est plutôt un facteur indirect. Généralement, il y a une cause aussi génétique. Derrière, c'est pas seulement l'alimentation, il y a aussi une prédisposition qui est derrière. Oui. Le manque de formation et d'information, c'est un facteur déterminant dans l'apparition de la maladie. Et justement, Alberto Guardia, vous avez créé un site consacré au diabète. Il est possible d'y trouver des tonnes d'informations sur le diabète, ses complications, sur la nutrition également. L'idée, c'est le partage avec les patients, parce que peut-être les informations étaient déficientes. Alors, effectivement, moi j'ai créé ce site, c'était pas parce qu'il manquait de l'information, il y en a abondamment, mais ce qui m'a semblé manquer, c'est que ces informations étaient disparates, éparpillées, et puis c'était dur de bien comprendre ce qui se passait. Donc avec ce site diabénutrition.ch, j'ai essayé de regrouper au même endroit des informations importantes pour les diabétiques, autant sur le diabète que sur la nutrition. Et effectivement, la notion de partage est très importante. L'idée derrière aussi, c'est que j'aimerais que mon contenu, mes articles soient écrits de façon simple et claire pour que tout le monde puisse vraiment comprendre. C'est pas pour des scientifiques ou des personnes qui ont des connaissances médicales particulières, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Le but, c'est de s'instruire, de bien comprendre ce qui se passe pour mieux vivre avec sa maladie et l'éviter ou alors limiter les dégâts. Et ce qui m'amène à vous parler du patient expert, c'est une nouvelle idée ? Oui, alors ça, c'est un projet de l'association vaudoise du diabète. C'est une très bonne idée. L'idée, en fait, est de mettre en relation des patients diabétiques qui ont une certaine expérience de la maladie avec d'autres personnes diabétiques qui débutent avec cette maladie ou alors qui ont des problèmes ponctuels à un certain moment. Et ça, c'est vraiment un gros plus. C'est pas anodin le fait de pouvoir rencontrer des personnes qui vivent les mêmes choses que nous, qui sont confrontées aux mêmes problèmes, aux mêmes situations de vie. Ça apporte énormément d'informations et c'est aussi une autre façon d'apporter de l'information que des informations provenant d'un médecin ou d'un soignant. C'est vraiment de patient à patient et c'est très riche. Et ces patients experts, ils reçoivent une formation avant de devenir des guides ou des sortes de grands frères ? Alors, les patients experts dont je fais partie, on n'a pas vraiment on n'a pas reçu une formation en tant qu'expert médical à proprement parler. Le terme d'expert se rapporte plus au fait qu'on a une expertise dans la maladie parce qu'on vit avec un certain nombre d'années ou une expérience du vivre avec un diabète. Par contre, on a reçu une petite formation pour l'accompagnement dans la discussion et l'entretien avec des patients qui souhaiteraient nous rencontrer. Et puis surtout, on a été sensibilisés aussi sur l'aspect confidentiel et de ces échanges. Oui. À qui s'adresser si on veut devenir patient expert, si on est concerné ? Alors, toutes les personnes qui sont diabétiques, qui ont un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de critères pour en faire partie. Et puis pour ceux qui veulent, pour les personnes diabétiques qui vivent une situation un petit peu difficile ou particulière, peuvent contacter l'association vaudoise du diabète, soit par téléphone. Je vais vite donner le numéro, c'est le
21 657 19 20, ou alors aller sur leur site internet diabète-vo.ch. Ils vont pouvoir trouver de l'information concernant les diabètes experts. Il faut savoir qu'on est 6 patients experts actuellement, et on a tous des profils diabétiques différents, des âges, des parcours de vie, et puis on a des thèmes qui nous sont pour lesquels on a une sensibilité particulière, comme diabète et voyage, diabète et grossesse, ou diabète et alimentation. Vous parlez du canton de Vaud, c'est ouvert aussi aux autres cantons romans ? Alors actuellement, je pense que c'est que l'association vaudoise qui l'a mis en place, mais si ça marche, peut-être que d'autres cantons le feront, oui. Alors on va répéter, évidemment toutes ces informations seront sur notre site, mais on va répéter le numéro de téléphone que vous nous avez donné, 021 657 19 20, si on est donc intéressé à devenir patient expert soi-même. En tout cas, ce qui est important, d'après ce que vous nous dites, Alberto Guardia, c'est savoir qu'on n'est pas seul. Ce service entre patients donne aussi des clés sur les prestations auxquelles on a droit en tant que diabétique, Sophie Proust. Oui, par exemple des programmes d'accompagnement physique. Il existe un programme de la Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie, soutenu par l'Association suisse du diabète. Ce programme s'appelle Diafit. Il s'adresse aux personnes donc qui sont diabétiques de type 2, et je vous propose d'écouter les explications de Jardena Pouder, qui est médecin adjoint au service de diabétologie du CHUV et responsable de ce programme Diafit en Suisse romande. Alors, il y a des contre-indications par rapport à l'activité physique selon des complications. C'est pour ça aussi, il y a toujours une évaluation médicale avant. Mais en principe, on peut dire que presque chaque patient diabétique type 2 peut y participer. Des enfants, des adolescents, comme des adultes? Le programme Diafit, il est à partir de 18 ans. C'est quoi? C'est du fitness pour diabétiques? Alors, il y avait plusieurs études qui ont montré que le contrôle métabolique ainsi que des facteurs de risque cardiovasculaires s'amélioraient avec l'activité physique, spécifiquement l'endurance et la résistance. On voit à la fin du programme que la plupart des facteurs de risque s'améliorent. La composition corporelle s'améliore aussi, c'est-à-dire les personnes gagnent beaucoup plus des muscles, ils perdent de la graisse. Le poids, il fait un peu moins de changements, il y a à peu près 1-2 kilos, malgré que les gens ont des grosses attentes par rapport à ça. Le tour de taille s'améliore et tous les facteurs de risque cardiovasculaires s'améliorent. Vous avez parlé d'endurance, de résistance à l'effort. J'imagine que on court sur un tapis roulant. Alors tout ça, ça dépend aussi des centres, des possibilités des centres qu'ils ont. Alors ça peut être des machines, des tapis, ça peut être dans la salle de gym, ça peut être dans l'eau, de l'aquagym, ce qui est d'ailleurs une façon d'activité physique que les patients aiment beaucoup. Souvent, c'est un peu leur favori. Aussi par rapport à la continuation de vouloir faire quelque chose en lien avec l'eau. Vous me dites après, donc il y a un certain nombre de séances qui sont proposées. Oui, alors Diafit, c'est un programme d'activité physique qui a été accepté par l'ordonnance de soins de base, c'est-à-dire c'est pris en charge par les caisses maladies, par l'assurance de base, et ça comporte 36 séances d'activité physique que justement contiennent ou doivent contenir la résistance, l'endurance, mais aussi un peu la souplesse, et des ateliers qui accompagnent ces séances d'activité physique. C'est quoi ces ateliers ? En ateliers ? général, ça sur 3 mois. C'est quoi ces ateliers ? Alors ces ateliers, c'est d'abord que les personnes ont une idée sur les bénéfices et risques de l'activité physique, à quoi faire attention spécifiquement si on est un patient avec un diabète, par rapport au sucre trop bas, au sucre trop haut, et aussi par rapport aux complications chroniques. Après, c'est des ateliers qui augmentent l'auto-efficacité, où la personne s'observe pour voir ses barrières, ses ressources, pour faire un changement d'habitude de vie et aussi pour maintenir ce changement, c'est-à-dire pour continuer l'activité physique. Il y a aussi l'alimentation, il y a aussi la question d'adaptation de l'alimentation et du traitement par rapport à l'activité physique. Et après, c'est aussi la préparation de l'après. On peut trouver ces programmes-là partout en Suisse romande ? Oui, alors il y a beaucoup en canton de Vaud, un peu moins dans d'autres cantons, malheureusement pas par exemple à Neuchâtel. Ça dépend beaucoup de la structure, qu'est-ce qu'il peut offrir, de l'initiative un peu locale. On trouve les différents centres qu'il offre sur le site web www.diafit.ch. Il y en a une douzaine sur la Suisse romande. Diafit, le sport pour les personnes diabétiques de type 2, c'était la responsable de ce programme, Diafit en Suisse romande,
Jardena Pouder, médecin adjoint au service de diabétologie du CHUV. C'est un programme efficace, Sophie? Oui, on a constaté une amélioration du contrôle métabolique, ce qui veut dire moins de médicaments, et ça c'est déjà énorme. Une augmentation de 10% de l'endurance également, mais entendons-nous bien, ce programme ne guérit pas du diabète. On ne guérit pas du diabète de type 2, Alberto Guardia? Alors, du moment qu'on a fatigué énormément notre pancréas et que nous produisons plus d'insuline, effectivement, on peut plus guérir parce que nous n'avons plus les cellules qui produisent l'insuline, donc il n'y a plus c'est irréversible. Donc voilà. Pour le restant de ses jours, on restera diabétique. On peut éventuellement soulager les effets. Alors non, c'est peut-être la période d'avant. On peut, quand le pancréas commence à se fatiguer, on peut essayer de le protéger justement par du sport ou une activité physique. Et puis en corrigeant un peu notre alimentation avec la perte de poids aussi, on peut préserver les cellules qui nous restent et du moins ralentir l'apparition d'un diabète. Mais comment on le sent, ce diabète, au quotidien, si on ne sait pas qu'on est atteint d'un diabète? Justement, vous parlez de maladie silencieuse, mais il doit bien y avoir des indices. C'est ça. Alors, c'est un peu le gros problème. C'est vraiment, c'est une maladie qui est silencieuse et sournoise. Ça met du temps à apparaître. Et puis, alors, ce qui peut arriver comme symptôme, et ça, c'est vraiment quand on a des valeurs de sucre sanguin qui sont très élevées. On a peut-être de la fatigue intense, on pique du nez, on peut être un peu irritable. Mais c'est quand même difficile à diagnostiquer. C'est pas vraiment une douleur ou un handicap qui nous mettra en alerte et puis qui nous ferait consulter ou nous préoccuper. Donc on peut passer quelques mois ou quelques années avec ces symptômes très légers, mais finalement sans vraiment être diagnostiqué. Commencez par faire le test sur Internet dont parlait Alberto Guardia, Pauline, comme ça vous en saurez peut-être plus. Il fallait le faire. Vous sentez irritable. Je rappelle donc le numéro de téléphone 021 657 19 20, qui est donc le numéro de téléphone de l'association vaudoise du diabète, pour entrer en contact justement avec les patients experts, et non pas pour devenir expert soi-même. Enfin, on peut aussi quand même, c'est un premier contact. Et plus d'informations sur notre page pour comprendre donc cette maladie, savoir où trouver les bons interlocuteurs, ces offres Diafit dont on parlait, pour y trouver aussi le site d'Alberto Guardia, médecin spécialisé en informatique médicale et diabétique, qui était notre invité. Merci à vous de nous avoir rejoints à l'occasion de cette journée mondiale de la santé consacrée au diabète. Et puis ne ratez pas tout à l'heure CQFD qui revient